Donc, je vous introduis Jumana, qui est aussi cofondatrice de l'ESUP et qui a une association dont elle va vous parler, qui fait le lien justement avec des petites associations, l'intérêt pour l'art et l'action humanitaire. Voilà. Et bonjour à tous, bienvenue à l'ESUP. Pourquoi est-ce que j'ai demandé la parole à Humanitarian Designers? Parce que j'avais envie aussi de parler un petit peu de cette action que nous menons au Liban. Ce pays dont vous entendez beaucoup parler dans les nouvelles, parce que c'est un pays qui est en train de changer complètement. Il y a eu la guerre civile, ensuite il y a eu une révolution il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas du tout parler de la situation politique, mais je vais surtout vous parler de la situation économique, qui fait que aujourd'hui, c'est un pays qui est complètement dans l'impasse et qui a besoin justement de l'aide d'associations pour pouvoir se remettre sur pied. Et c'est la raison pour laquelle, il y a une dizaine d'années, un peu plus, avec pas mal de compatriotes, nous avons monté cette association. Qui est une association culturelle, loi 1901, française, loi 1901, qui travaille sur le patrimoine d'une ville du nord du Liban qui s'appelle Tripoli, dont le patrimoine est extrêmement riche, mais qui est complètement abandonné par les instances locales pour les bonnes et simples raisons, c'est que le patrimoine, la culture n'est plus une priorité au Liban. Parce que la situation économique est telle que les gens ont plus tendance à vouloir gérer les problèmes au quotidien, etc. Et automatiquement, la culture passe en deuxième, mais c'est aussi le cas de beaucoup d'autres pays, naturellement. Donc, la raison pour laquelle nous avons monté cette association, dont les objectifs sont de faire connaître cette ville, son patrimoine, le patrimoine libanais. Dans un premier temps, le faire connaître, le faire reconnaître aussi, parce que il n'est pas reconnu, il n'est sur aucun tour opérateur. Et de deux, parce que ensuite, essayer de voir comment on peut, d'une façon ou d'une autre, le sauver. Donc, je vous parlerai très rapidement de ce que nous avons fait. Je vous parlerai aussi d'un programme éducatif que nous avons mené dans les écoles, mais vraiment très, très rapidement, pour vous dire que comment on peut gérer une situation pareille dans un pays où les lois ne sont pas très importantes par rapport, ne sont pas prioritaires par rapport aux problèmes quotidiens. Je vous parlerai très rapidement aussi de notre master gestion du patrimoine, qui est vraiment lié aussi au travail associatif, et enfin de notre projet Baladi, qui est un projet très lié à vos attentes, c'est-à-dire le design et l'art comme moyen de survie, comme un moyen économique et comme enjeu économique d'un pays. Voilà. Donc, très rapidement, notre travail consiste à gérer les problèmes au quotidien, c'est-à-dire sauver des lieux patrimoniaux qui sont tout simplement démolis par les investisseurs pour reconstruire autre chose à la place de plus pécuniairement intéressant, etc. Mais c'est aussi de gérer, de promouvoir les savoir-faire locaux, notamment le travail du savon, qui est quand même ancestral et qui demeure tout comme plusieurs autres métiers d'art, et c'est là le sujet de notre rencontre. Voilà. Nous organisons donc les journées des patrimoines, comme cela se fait à Paris, pour faire connaître aussi des lieux qui sont complètement abandonnés, comme cette gare qui date du début du siècle dernier, dont les machines sont des machines allemandes qui nous ont été offertes par comme
dédommagements, par exemple, après la guerre, tout ça est abandonné, c'est en friche, etc. On réhabilite aussi des lieux patrimoniaux qui sont complètement abandonnés. Voilà ce qu'on en fait. Ensuite, on les ouvre au public. On organise des rencontres culturelles différentes pour faire connaître ce patrimoine-là. Voilà. On réhabilite aussi des escaliers, on les décore, etc. On fait des sons et lumières, on organise des manifestations culturelles, musicales, etc. Voilà, encore des images de notre travail. C'est le travail que nous faisons au quotidien. On essaye de promouvoir ce patrimoine. Alors, une des choses que nous avons faites aussi à Paris, c'est d'organiser des colloques, des rencontres, des congrès internationaux pour essayer de sauver ce patrimoine et voir quels sont les moyens que l'on peut mettre en place pour sauver le patrimoine quand l'État est complètement absent. Voilà, donc ça c'est la vue panoramique de notre ville Tripoli qui est donc la deuxième ville mamelouk du monde. Enfin, mamelouk, on est aux alentours du XIIe siècle, on est au Moyen-Âge et la ville est entièrement encore existante avec ses murs, avec toutes ses constituantes, les hammams, les souks spécialisés, les madrasas, tout ce qui concerne la ville mamelouk. Et à côté de ça, nous avons également des métiers d'art comme le souffleur de verre, dont il n'existe plus tellement il y a plus beaucoup d'artisans qui travaillent le verre. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers qui sont en train de disparaître et c'est là où on va parler justement du rôle de vos métiers, etc. Nous avons également la pâtisserie qui est très très importante, le travail de la poterie, des tas de métiers d'art très importants à Tripoli dont on va en parler. Voilà les sites monumentaux que nous avons et qui sont, comme vous le voyez, dans un état de friche totale et dans l'inconscience totale de l'État. Donc, le rôle des associations, c'est surtout de gérer ce patrimoine-là. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de notre association? Parce que nous menons un projet qui s'appelle Baladi. Baladi, ça veut dire local, qui consiste à mettre en place une formation, puisque nous avons un de vos clusters est spécialisé, s'intéresse à l'éducation. Nous croyons énormément dans l'éducation et nous pensons que si on veut aider une population à se sortir d'un marasme, quel qu'il soit, l'éducation est peut-être la voie principale qui va nous permettre d'arriver là où on voudrait arriver. Alors, d'une part, nous avons donc mené un projet qui s'appelle Patrimoine en partage dans les écoles où nous enseignons donc le patrimoine. Nous avons fait rentrer dans les cursus scolaires une matière qui s'appelle donc Patrimoine en partage, où c'est un travail d'enseignement du patrimoine, mais aussi, et vu la situation économique désastreuse actuelle, nous avons monté un projet qui consiste à faire de la formation à des chômeurs, des gens qui n'ont pas eu de formation pour des raisons économiques ou autres, mais aussi pour essayer de transmettre ce savoir-faire à cette population. Et c'est là que nous avons donc décidé de faire non seulement la formation qui est donnée par les derniers érudits locaux, si on peut dire ça comme ça, puisque ces artisans-là
sont uniquement des gens qui ont appris sur le tard, c'est-à-dire que ce sont des traditions familiales, ce sont les parents qui ont appris à leurs enfants ce métier, mais il arrive un moment où les enfants, c'est fini, ils ont arrêté, ils ne veulent plus continuer. Donc nous, ce qu'on fait, c'est transmettre ce savoir à d'autres générations et d'autre part, permettre donc à ces gens-là de trouver des nouvelles des métiers ou du travail. Mais pour cela, pourquoi est-ce que les gens ont arrêté de transmettre ce savoir? Parce que leur savoir s'est arrêté à un moment donné, peut-être au Moyen-Âge, comme on l'a vu, puisque la ville est médiévale et n'a pas beaucoup avancé, mais aussi parce qu'il n'y a pas eu des artistes, de véritables artistes ou des designers, entre guillemets, qui ont travaillé sur ces modèles-là. Et pourquoi est-ce que je m'adresse à vous aujourd'hui? C'est pour vous dire que nous sommes en train d'essayer de voir avec des designers qui veulent bien faire de l'humanitaire, essayer d'améliorer ces modèles-là de façon à faire une production vendable un peu partout, qui plaise aussi aux touristes éventuels, potentiels, et de travailler peut-être aussi sur le design, pas que sur le design, mais aussi sur l'emballage. Parce que effectivement, il y a ce produit-là qui est ancestral, certes, mais qui n'a pas évolué avec le temps et qui va falloir, auquel il faut apporter une touche de modernité, une touche de design, une aide par rapport à tout ça. Voilà. Dernière chose, je voulais juste parler du master gestion du patrimoine que nous établissons aussi, nous faisons ici et qui est en partenariat avec l'association que j'ai l'honneur de présenter aussi. Ce master-là s'adresse éventuellement aussi aux designers, à tous ces gens qui veulent travailler pour la culture, pour l'humanitaire, dans l'enseignement, dans l'éducation, pour faire avancer les causes nationales et internationales. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je suis là pour répondre. Votre master, il existe depuis quand? Alors, ça fait 2 ans qu'il existe, que nous l'enseignons ici. Donc, c'est un master. Oui, il y a le PhD, effectivement. C'est donc la gestion du patrimoine culturel, c'est-à-dire comment on gère le patrimoine, par exemple, en période de crise. Tout à l'heure, dans l'un des reportages, des conférences, on parlait des conflits, des pays en conflit, des temps de crise, etc. Donc, il y a souvent, c'est la première chose à laquelle on s'attaque, c'est justement le patrimoine. Il est tout de suite démoli, il est tout de suite violenté. Pourquoi? Parce qu'on veut carrément enlever les traces de l'ancien ou de voilà. Donc ça c'est une chose. Donc il y a la gestion du patrimoine en crise. Il y a également les pays comme le Liban malheureusement qui ne s'occupent pas forcément de son patrimoine parce que là aussi c'est un problème historique, identitaire. On ne sait pas trop qui on est, pourquoi on veut. C'est un pays qui est en conflit d'ailleurs, donc c'est la raison pour laquelle ce patrimoine est en danger. Tous les pays du Moyen-Orient qui ont subi les printemps arabes, par exemple, sont tout à fait concernés par ce domaine-là, mais aussi tous les pays des Balkans, tous les pays qui ont eu des transformations sociétales, qui ont besoin de ça. Et puis, les pays comme la France qui s'occupe vraiment de son patrimoine et qui est vraiment concerné par ce problème de patrimoine, qui a par exemple une école qui prépare à ce genre de diplôme qui est l'INP, l'Institut national du patrimoine, et que les places sont extrêmement restreintes. Les étudiants, on commence avec le concours, on a 200 personnes, il n'y en a que 6 qui sortent à la fin et qui ont tout de suite leur poste qui les attend dans les musées, du coup, on n'a pas vraiment de quoi aider les autres pays, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé utile
de proposer ce master et ce PhD, effectivement, à les suivre parce qu'on pense qu'il y a de la demande en France ou à l'étranger puisqu'on est une école internationale. Donc, on s'adresse aussi beaucoup aux pays, aux autres pays qui ont besoin de cette formation. Et aujourd'hui, je pense qu'en tant que ONG humanitaire, il y a un véritable besoin d'aider ces pays à pouvoir décider enfin du sort qu'ils veulent réserver à leur patrimoine qui est menacé de partout. Là, on voit les talibans qui sont revenus au pouvoir. On sait très bien comment ils gèrent le patrimoine, etc. Il y a d'autres pays aussi comme la Syrie qui a été beaucoup tout à l'heure la personne qui a parlé de la Syrie. Voilà, on sait que la Syrie a été très partiellement, mais pour beaucoup attaquée sur le plan du patrimoine. Bagdad, pareil, le Yémen, on sait que tous ces pays-là ont été très sauvagement attaqués. Donc, il y a urgence à former des gens pour gérer cette crise que j'appellerais une crise plutôt internationale. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos intervenants n'ont pas pu venir, parce qu'ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain, effectivement, c'est pas facile de se libérer quand on est sur un chantier, quand on est sur un terrain. Et chose très importante, pour nous, personnellement, en tant que conservatrice du patrimoine, puisque c'est mon métier, je pense qu'il est urgent que les gens, la population autochtone puisse donner son avis sur le devenir de ce patrimoine. C'est pas aux autres de décider si on va démolir ou si on va garder. C'est pas aux autres de dire nous on préfère, par exemple en France, quand il y a eu la flèche de Notre-Dame qui a brûlé, Monsieur le Président 3 jours après il avait trouvé les sous, il a dit on va restaurer, ça y est, on est prêt, on va restaurer. Qu'est-ce que les conservateurs ont dit? Ils ont dit non, attention, on peut pas prendre la décision comme ça, c'est une décision qu'on doit réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on décide de quelle façon cette flèche peut être reconstruite. Est-ce qu'on la reconstruit à l'identique ou est-ce qu'on fait quelque chose de moderne, comme par exemple la pyramide du Louvre? Quand on a voulu agrandir le Louvre, on n'a pas construit à la façon de... On a construit dans du moderne. Pourquoi? Parce que c'est une autre façon. C'est la méthode française de voir les choses. Et c'est cette décision-là qui est importante et qu'il faut que les autochtones puissent prendre. Là, on arrive dans du co-design où voilà. On fait participer justement les citoyens. Absolument. Plus, et c'est très important. Dans une manière et c'est pyramidale. Extrêmement important. Voilà. Et dur à mettre en place. C'est très dur. Bon, on reste à votre disposition. Maintenant, vous connaissez nos locaux, notre siège, le site web, les pages Facebook, réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention. Merci Charlotte. Merci. Alors, si vous avez des petites questions,